C'est un niveau de toxicité à un moment donné, moi, qui m'a toujours, qui m'a toujours rendu assez fou, quoi. Et t'as des mecs, en fait. D'un autre côté, je sais pas si tu l'as vu, pardon, je te coupe, mais Ouais. je pense que c'était en France, il y a une étude qui est sortie où il y a 70% des gens qui pensent que c'est moins risqué de jouer au loto qu'à la bourse. Tu l'as vu Ouais, passer ça ou je pas l'ai publié, sur mec. Twitter? Mec, Tu l'as publié? je l'ai retweeté. Parce que J'ai dit, ça fait aussi regardez le niveau moyen. l'autre côté de la mentalité, tu vois. Ah, mais la mentalité de merde. La mentalité de merde. Les mecs, ils pensent. Attendez, non, mais faut que je vous le partage parce que je l'ai retweeté. J'ai dit, voilà. L'étude que j'avais présentée aussi sur l'AMF montrait que globalement, les Français avaient un niveau en finance qui est éclaté au sol, mais l'un des plus pourris vraiment qui existe. Et en plus, on pense qu'on est bon. C'est ça le gros problème, c'est qu'on est nul et on pense qu'on est bon. Alors, attends, je vais partager le truc. Tac. Voilà. Une chance sur 139 millions de gagner et pourtant 79% des Français jugent que le loto est moins risqué que la bourse. Ah putain, quand j'ai vu ça, mais j'ai dit c'est pas possible. Mais c'est la même chose, tu sais, quand il y a eu la correction avec les tarifs de Trump, tu avais tous les mecs du LFI qui ont commencé à dire alors ils sont où tous les mecs qui parlaient de la retraite par capitalisation, vous voyez bien que c'est risqué. J'étais là, mais pauvre type, pauvre branquignol que tu es, quoi. Genre Bah oui, vraiment, on les a vus se c'est passer, ouais. putain, Des zooms un peu, même de dézoome un 3 ans, peu, je sais ouais. pas. Je sais pas, ouais, ta retraite, tu la fais pas sur 3 jours, tu l'as fait sur 40 ans. Regarde, sur 40 ans, Regarde sur 40 un ans, investissement, ce que ça fais le fait. calcul. Fais le calcul. Mais c'est vraiment, mais c'est des mecs, mais c'est usant. Voilà. Mais c'est pour ça. C'est comme dans Calmon. J'espère que vous avez bien conscience du niveau intellectuel général. Ah, mais c'est ça, mec, c'est vraiment, c'est un truc de fou, hein. Et vraiment, j'ai fait une vidéo aussi sur Éternel étudiant, vous y jetterez un coup d'œil, où justement, j'ai montré par des calculs concrets la différence entre les modèles de retraite par répartition et par capitalisation. Et j'ai pris pour comme cas de figure la personne qui gagne le SMIC. Voilà, donc tous ceux qui disaient ouais, mais en fait, c'est valable pour ceux qui gagnent de l'argent. Bah non, voilà. C'est valable pour tous ceux qui gagnent du pognon. Et a priori, légalement, on peut pas te payer moins bien que le SMIC. Donc, même à partir du SMIC, en fait, c'est plus intéressant pour toi. C'est intéressant pour tout le monde. Donc, je comprends toujours pas pourquoi on a un modèle par répartition qui a prouvé son inefficacité et qui, pour le coup, est le véritable modèle de Ponzi. Donc, ça, c'est dit, c'est fait. On peut très bien ne pas être d'accord, mais là, pour le coup, c'est une vérité absolue. Et que si on apprenait aux gens à investir correctement et être responsable de leur argent, bah, je pense qu'on s'en sortirait mieux et qu'on ne serait pas dans des situations comme aujourd'hui, quoi, malheureusement. Oh, d'accord. Euh, Concernant la partie ETF, avant de partir sur la partie ETF, on va prendre quand même quelques questions. Parce que là, on est quand même un peu plus chill. Je vais regarder s'il y a des. Si tu vois des retours et des trucs, n'hésite pas, Théo. Alors, fais voir. La Cour d'appel a stoppé les droits de douane de Trump, donc l'inflation a plus de probabilité de baisser, donc baisse des taux. Alors, Bah, figure-toi qu'apparemment, ça a été rebuté. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, la Cour l'avait stoppé. Mais ce matin, ou je sais plus, peut-être dans la nuit pour nous, ils ont annulé la décision qui avait été prise de les arrêter. Donc, en fait, ça continue. Donc, en fait, la conclusion, c'est qu'il va falloir vraiment attendre de voir l'étape finale définitive, qui sera peut-être pas encore définitive, pour espérer avoir peut-être un truc. Parce qu'il y a eu un rebondissement. Effectivement, ils avaient annulé les tarifs, mais il y a en appel, ça a été annulé la décision d'annuler les tarifs. Donc, en fait, c'est comme si c'était rien passé. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant, d'après ce que j'ai compris. Théo, mais tu oublies de prendre en compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des cryptos et il faut prendre en compte les gens qui ont été dégoûtés des cryptos, ouais, mais qui finissent toujours par revenir, hein. Globalement, même les mecs qui se sont fait dégoûter, qui se sont fait éclater, je peux t'assurer qu'en ATH, ils Et puis reviennent. même, tu vois, quand tu prends les stats, alors je sais pas si c'était en France, aux États-Unis, on parle de 25, 30, 40% des gens qui ont eu de la crypto, mais ça veut dire que la grosse majorité, en fait, ils en ont même pas encore touché. Et parmi ces, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens plus modestes aussi, mais dans l'idée, factuellement, la plupart des gens ne sont pas encore dégoûtés des cryptos vu qu'ils n'ont même pas investi. Quand tu regardes pareil les stats de l'AMF, il y en a 60-70%, la plupart des gens ont entendu parler des cryptos. Par contre, réellement investi dessus et dégoûté, on n'est pas sur la majorité. On est peut-être allé, et il y en a de plus en plus, on est d'accord, 30-40%, mais on n'est même pas à 50% des gens. Donc factuellement, il y a la plupart des gens, ils sont pas encore dégoûtés des cryptos vu qu'ils n'ont pas encore été exposés directement. Et parmi cette population-là, si ça faut mon bien, si ça monte suffisamment, il y en a bien qui vont se dire ah putain la crypto, faut que je m'y intéresse en plus, voilà le contexte machin. Donc c'est pour ça aussi que je me dis le retail, se dire qu'il était dégoûté, ceux qui se sont fait rincer
parce qu'il y en a, il faut pas le, voilà, c'est vrai aussi. Il y a moyen qu'ils ne reviennent pas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui est sideline pour la crypto. Donc, si ça FOMO suffisamment, t'inquiète pas qu'ils vont vouloir s'exposer au pire moment. C'est pour ça, en fait, que je le dis. Enfin, moi, c'est ma thèse derrière tout ça, quoi. Le mec riche, mis en avant sur les réseaux, c'est un des 10 000 zozos qui ont fait n'importe quoi et qui ont eu de la chance. Bah, franchement, vu sa gestion de risque aujourd'hui, je me demande comment il a fait sa thune, hein. Franchement, c'est quand même assez fou, hein. Bah, en général, c'est que ça lui a pas coûté très cher ou que ça a été assez facile et rapide de l'avoir. Donc, voilà. Soit c'est du gros gambling et il a eu de la chance. Il y en a qui disent que c'est un peu scammy derrière, peut-être un peu des deux. Mais dans tous les cas, ouais, c'est pas en général signe qu'il a eu pendant des dizaines d'années, qu'il a vraiment travaillé pour l'avoir et tout, parce qu'en général, tu fais pas ça, quoi. Quand on a vraiment Ah, chié non. pour obtenir des sommes pareilles, tu fais pas gambling tous les 2-3 jours en changeant de position avec du x40. Déjà, du x40, tu fais pas du x40. Du Mais en plus, x40 changer avec de position. 1 milliard de positions sur BTC, ouais, Voilà. Donc, très, très clairement, bon, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais bon. Et méfiez-vous, parce qu'en fait, c'est des mecs aussi qui sont en recherche perpétuelle d'attention aussi, hein. Tu vois, je veux dire, la plupart Bah, des clairement, mecs qui ont autant à mon avis, c'est d'argent, ce qu'il a. oui, C'est ce qu'il a eu en fait, le fait de s'exposer publiquement, d'avoir énormément d'interactions, énormément de likes, ça lui a plu. Sentir un peu sur le devant de la scène, il a fait n'importe quoi en fait. exister, et puis il a fait ça. Voilà. Comme tu dis, Anthony, hein, dépenser 100K par mois, il faudrait 80 ans pour liquider ces 80 millions. Et on parle même pas des 1,1 milliard, hein. Et sans doute qu'il en a bien plus à côté. C'est des niveaux en fait qui sont tellement importants, stratosphériques pour la majorité des gens, et ces mecs-là vont continuer de te dire non mais 1 milliard, on s'en sort pas. T'imagines 4 gosses, attends, Bah, tu leur mets deux après, trois c'est chaussures en c'est or, sûr, c'est compliqué. tu pars comme Johnny Depp, Johnny Depp. Alors, je sais pas le débat, Johnny Depp, il me semble, mais bon, île privée, bateau, grosse bagnole, tu rajoutes un peu, Regarde comment voilà, il a fini le mec. Il avait plus d'une thune. les filles et la coco, ça peut partir vite. Mais il faut arrêter de déconner aussi, forcément. Si tu achètes des îles privées, des yachts à plusieurs dizaines de millions à chaque fois, oui, tu peux le dépenser. Mais bon, au bout d'un moment, merde, quoi. Faut revenir à la réalité. Et c'est pas parce que tu as fait une bonne victoire que tu seras capable de le refaire. Il faut toujours penser au moment où ça ira moins bien. Voilà. Comme tu dis, Anthony, à 500K, la plupart des gens sont libres financièrement. En fait, ça dépend de ton niveau de vie. C'est toujours pareil. La liberté financière, les mecs, ils estiment qu'il faut déjà être millionnaire ou multimillionnaire pour être libre financièrement. C'est pas vrai, hein. Tu vis avec 2000 balles par mois, t'as pas besoin d'un million, hein. T'as pas du tout besoin d'un million pour être libre financièrement, hein. Mais c'est sûr que, évidemment, si tu vis à New York, tu as un penthouse, tu as 4 gamins, tu as une gold diggeuse avec toi qui arrête pas de te demander des thunes et qui fout rien à la maison, ah bah oui, là, en effet, là, il va peut-être falloir Là, tricher un peu plus. on est peut-être un peu raide, mais en fait, il faut faire. Mais les gens, ils s'arrêtent même pas à faire le calcul, en fait. Tu vois, genre, combien je dépense par mois, de combien j'ai besoin réellement et combien ça fait à 5%, à 10%, placé annuellement, de combien réellement j'ai besoin en ce moment pour maintenir mon niveau de vie. Voilà, c'est Ouais. tout. La question, elle est là. Et elle est différente pour chaque personne, donc ça va dépendre de votre cas particulier, mais combien tu dépenses par mois factuellement. Tu rajoutes une marge de sécurité. Tu regardes en plus, tu fais plusieurs scénarios à combien je le place et combien j'ai besoin. Et peut-être, effectivement, comme tu le dis, Anthony, je pense qu'avec 500K, il y a pas mal de gens qui pourraient s'en sortir. Voilà. Alors, forcément, ça ne sera pas la penthouse à New York, mais bon. Est-ce que tu en as besoin? Ouais. Mais c'est ça le truc. Vraiment, posez-vous la question. Entre ce que vous voyez sur les réseaux Mais si, sociaux et si ce c'est dont vous avez besoin. indispensable pour toi, il faut le faire. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pas indispensable. Tu La vois, tu as plupart des gens, ils une, en ont rien à foutre. une petite maison tranquille, ça peut le faire aussi, quoi. Mais oui, la plupart des gens, de quoi ils ont besoin? La plupart des mecs, en fait, quand tu échanges, c'est-à-dire quand tu sors des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Quand tu sors de ça, tu sors du sensationnel, de tiens, je vais te montrer que j'ai des thunes alors qu'en fait, j'en ai pas et je prends des trucs en leasing et tout ce qui existe, là, tous ces trucs-là, on les connaît très bien. Quand tu échanges autour de toi, quand les gens ils te parlent de liberté financière, qu'est-ce qu'ils veulent? Récupérer leur temps et qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse vivre. C'est globalement pouvoir faire tes courses sans compter, pouvoir partir un peu en vacances, mais les idées de luxe, t'en as rien à péter. Mais t'en as rien à péter. Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir acheté un sac Louis Vuitton à 50 000 balles? Déjà, ils sont moches. Et en plus, tu t'en fous, quoi. Genre, commande route c'est genre, t'as 36 voitures, il t'en faut une 37e. T'as déjà 2 Bugatti, il t'en faut une troisième. Mec, à quel moment les gens se disent, moi, je veux faire ça, tu vois? La mentalité, la psychologie, peut-être certaines valeurs qui sont présentées par ce mec-là, tu peux te dire, ok, je suis d'accord avec une certaine partie qui peut présenter. Et encore. Mais quand on parle de liberté financière, la plupart des gens, en fait, ils veulent juste avoir du temps pour passer
avec les gens qu'ils aiment, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Tu prends un truc peinard à la campagne, une maison tranquille, t'as tes poules, ta femme, tes gosses, tu peux faire ce que tu veux et surtout personne te connaît. Parce que les mecs aussi qui te disent, moi je veux être célèbre, machin et tout, hein, euh, la célébrité, on en parlait beaucoup en off aussi avec Théo, ça a un prix et je pense que je pense que beaucoup de gens savent pas vraiment ce que c'est. Et moi, j'aimerais pas être aussi connu qu'un Dwayne Johnson ou même qu'un Eddie Hall, hein. Eddie Hall, il a fait une vidéo la dernière fois, que je vous invite à voir sur sa chaîne YouTube. C'est un vrai bordel, hein. Ça a été un calvaire pour sa famille et lui, il dit que c'est une vraie malédiction. Et on parle d'Eddie Hall, un strongman, hein. On parle pas de Dwayne Johnson, on parle pas de Will Smith, on parle pas de Une ces mecs-là, hein. superstar mondiale. Je pense qu'il y a la plupart des gens d'ailleurs ne savent pas qui c'est. C'est un Voilà. des plus gros strongman, mais très présent sur les réseaux sociaux aussi. Et déjà, c'est chaud, quoi. Non, mais Ouais. en fait, au final, c'est pourquoi business, pourquoi tout? Parce que c'est être le plus libre de ton temps. Et ça, on l'a vu aussi, tu vois, avec les études sur le télétravail versus full présentiel. Au final, les gens, euh, être bien, en fait, c'est corrélé à pouvoir décider le plus possible de comment tu gères ton temps. Tu vois, quand on t'oblige à venir à des heures précises, à faire des trucs à heures précises et que tu n'as aucun contrôle sur ton temps, ben, c'est corrélé directement avec moins de satisfaction dans ta vie. Oui, Mais bon. oui. Je vais faire qui dit j'ai 4 enfants, dont 2 ados, 5 cas par mois, tu vis bien. Et en plus, ça dépend où tu vis, tu vois. Genre, tu t'expatries, tu décides d'aller en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est, je peux t'assurer qu'avec 5 cas par mois, tu pourras en avoir 10 de gamins, ça irait très bien aussi, hein. Genre, il n'y a pas de problème, hein. Et tu serais dans une maison qui sera nickel et tout. On avait regardé la dernière fois avec Mickaël, une maison de 150 mètres carrés avec piscine, femme de ménage, euh, euh, massage, tout ce que tu veux, 700 balles par mois. 700 balles par mois. Après, t'es peut-être pas à Bangkok, mais Non, ah non, c'est t'es vers Chiang possible. Mai, T'as t'es la dans d'autres campagne, endroits, et- mais, mais tu vois, en fait, c'est à un moment donné aussi, oui, tu vas peut-être pas vivre en plein milieu de Wall Street, dans la tour Trump, au plus haut du truc, où tu vas payer 10 millions d'euros chaque mois pour ta suite, tu vois. Voilà. Mais les mecs sont déconnectés. Les mecs sont déconnectés. Et surtout quand tu prends en référence ce truc-là, toi, tu dis, attends, j'ai 25 ans. Et moi, des messages comme ça, j'en ai eu régulièrement. Des mecs, ils ont 25 ans, ils me disent j'ai 200 000 balles en crypto, j'ai 25 ans. En gros, j'ai l'impression d'être en retard. Mais mec, mais pas t'es pas en d'enfant, pas de retard du dette. tout. T'es pas en retard Oui. du tout. Tu vois, c'est genre la réalité. Les mecs, ils ont l'impression qu'ils sont toujours en retard parce qu'en fait, ils suivent que des multimilliardaires et des trucs. Et toi, tu te dis, tu vas te comparer au 0,0000001. Donc évidemment, toi, tu as 25 ans, tu as 200 000 euros de patrimoine. Bah, t'en as un qui a 16 ans et qui a 20 000 euros de patrimoine. Tu te dis, ouais, bah, je suis en retard. Mais t'as vu qui tu prends en référence? C'est pas la vie, ça, c'est pas la réalité. Regarde autour de toi dans la vraie vie. Dans la vraie Et vie, il n'y a d'ailleurs, pas ça, hein. on les avait fait, je pense que sur nos deux chaînes, pour donner un ordre d'idée, tu me diras si je me trompe, mais en ordre d'idée, moi, ce que j'avais retenu, en France, patrimoine moyen pour un couple à 60 ans quand ils prennent leur retraite, à peu près, c'est 250 000 euros qui correspond à leur maison, en fait, à leur Oui. RP, qui vaut en moyenne 250, 300 000 grand max. Mais en fait, c'est dans ces eaux-là. Donc, tu vois, genre, normalement, quelqu'un lambda en moyenne en France, à 65 ans, en patrimoine net, il a la moitié de la maison qui correspond à 120, 150 000 euros, tu vois. Et ça, c'est la réalité pour la plupart des gens. Donc, 200 000 euros à 25 ans, t'es bien. Tu vois, genre, si tu te compares par rapport à la moyenne, t'es très, très bien. Si tu te compares au 0,001%, oui, Et si tu t'es rajoutes moins bien l'âge, hein, loti. t'imagines? C'est-à-dire que tu as Mais des oui, mecs oui, non, aussi, mais ils ont un patrimoine de 150 000, 200 000, mais ils ont toute une vie de cotisation. Ils ont 50 ans, 60 ans. Et toi, tu as 25 ans, tu as 200 000, tu fais partie d'une extrême minorité, hein. Pour moi, tu fais partie des mais 0,01% à ton âge. Donc voilà, toujours revenir à la réalité, les mecs, et puis attention à ce truc-là, de l'ego, de vouloir montrer que toi, t'es le meilleur et tout. C'est comme ça que vous perdez des thunes, en fait, hein. Vous avez rien à prouver à personne, faites votre vie, et puis jugez-vous uniquement par rapport à vous-même et pas par rapport aux autres. Les autres feront ce qu'ils veulent, et puis ils feront le bilan dans leur vie dans les prochaines années, et puis ils se diront peut-être qu'ils se sont complètement trompés de chemin. Ah, ils auront de la thune, ils auront essayé de prouver des trucs, et les gens s'en foutent de ça, hein. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils suivent ce mec-là? Parce qu'il a essayé de faire le mariole, il a montré qu'il avait beaucoup d'argent. Bah, ouais, tant mieux. C'est cool pour toi, mais bref. Vous savez ce que je pense de ce genre de truc. Je vais repartir sur ce que je voulais vous présenter sur la partie ET. On va aller vite fait, puis après on va rentrer tout de suite sur ce que je voulais vous présenter aussi sur ce live. Ce que je disais la dernière fois, c'est que bon, là, on a eu quelques sorties le 29 mai, mais sinon, regardez, sur Bitcoin, ça accumule, mais comme jamais, hein. Regardez la courbe sur les ETF et les inflows. On a dépassé la TH, mais largement. Regardez, hein, c'est quand même un truc de fou, hein.
Sur l'Ether, c'est un peu plus ténu, ce que je disais mercredi. On a plus d'entrées que de sorties. D'accord. On a quand même quelques sorties. Les volumes ne sont pas les mêmes. Mais on est quand même sur quelque chose où ça accumule encore. On est toujours sur de l'accumulation. Voilà, pour l'instant. Et d'ailleurs, quand on parle d'accumulation, je vous ai parlé des ETF, mais en ce moment, les entreprises, vous avez un site qui est vraiment pas mal pour ça, qui s'appelle bitcointreasuries.net. Et vous voyez les entreprises, en fait, qui accumulent de plus en plus de BTC, soit par effet de levier, soit directement pour placer une partie de leur trésorerie dessus. Donc évidemment, en premier, on va avoir MicroStrategy. Ensuite, on va avoir, je crois que ça, c'est des mineurs. Mara Ah Holding, ouais. je crois que c'est des mineurs, etc. Bon, vous en avez plein d'autres. Hein. Vous avez Metaplanet qui a décidé là, de faire la même stratégie que Michael Saylor. Vous avez aussi d'autres gouvernements comme le Salvador qui continuent de le faire. Mais là, vous avez de plus en plus d'entreprises. Regardez, hein, on n'avait pas tout ça il y a quelques années en arrière. On n'avait pas autant de boîtes qui avaient du BTC. Hein. Et après, vous avez les entreprises aussi privées, d'accord. Block One, Tether, SpaceX, etc. Regardez, hein, on en a quand même de plus en plus. Donc évidemment, en tête de gondole, on a Saylor hein, qui achète sous effet de levier. Vous êtes capable de suivre un petit peu ce qu'il fait et puis son coût d'acquisition moyen. J'en ai beaucoup parlé. Il y a des questions aussi à se poser parce que dernièrement, ce qui a fait pas mal de bruit sur ces boîtes-là et notamment sur Saylor, c'est qu'il n'avait pas forcément voulu publier les proof of reserve de ces BTC. Et là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont vous dire bah, c'est normal parce qu'il ne veut pas doxer ses wallets. Et on peut comprendre avec des montants aussi importants qu'on n'a pas envie de montrer tout et n'importe quoi. D'autant plus qu'il y a des boîtes comme Arkham Intelligence et tout qui permettent déjà de le faire. Mais de l'autre côté, on peut s'interroger, surtout connaissant l'historique de MicroStrategy. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique, j'en ai parlé mercredi, mais ils ont quand même ils ont quand même fait qu'il y ait énormément de trucs pendant la crise de l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000. Ils ont fait qu'il y ait énormément de choses. Ils ont menti sur leur bilan, leur compte de résultats. Bref, ils ont menti sur énormément de choses. Leur stock a baissé de 99,99% pour ensuite latéraliser pendant X années avant d'aller sur l'adoption du Bitcoin sous effet de levier avec les réserves stratégiques. Quoi. Donc évidemment, avec un historique comme ça, sur le fait que c'est une boîte qui a déjà menti, là de se dire, tiens, tu publies pas ta proof of reserve, avec les problématiques qui sont liées au proof of reserve aussi, on sait très bien ce que ça a donné sur les plateformes d'échange. Tu peux publier ta proof of reserve ou ta proof of ce que tu veux, ça changera pas globalement grand-chose. C'est plus la santé de l'entreprise en elle-même, mais évidemment, ça pose débat. Quoi. Il y a ceux qui disent c'est normal, ceux qui disent bon, ça pue. Je sais pas ce que tu en penses de ça, Théo, d'ailleurs. Mais après, tu vois, si publiquement il y a autant de défenseurs, je sais pas. Mais après, j'avais vu, je suis en train d'essayer de rechercher la news. Alors, je sais pas si c'est Arkham ou notre entreprise on-chain qui avait réussi à identifier, je pense, 90% des wallets. Je sais pas si je l'avais vu passer cette news. Moi, j'avais vu sur Arkham aussi. Donc entre guillemets, mais je pense il est quand même doxé, on va dire, implicitement, parce qu'il y en a qui ont réussi à lier certains wallets. Mais effectivement, tu vois, c'est un peu le jeu des entreprises en ce moment. Il y a eu GameStop aussi qui avait fait un peu, alors, à moindre niveau, mais qui en avait parlé. Je sais pas, tu vas le présenter du coup. C'est là. J'ai pas fini de tout présenter les boîtes, mais ouais, mais tu vois, mais c'est pareil en fait. Elles l'ont annoncé, mais il n'y avait pas la réserve en fait. Tu vois, sur les bilans, comme c'est des boîtes cotées, ils sont obligés de publier certaines données. Et en fait, ça apparaissait pas les achats de Bitcoin. Donc il dit, il y a eu l'annonce, il y a eu le pump, mais si c'est pas suivi, tu vois, d'une confirmation, c'est un peu compliqué aussi parce que maintenant n'importe quelle boîte peut dire, on va acheter on va mettre 10, 20, 30% de notre trésor en Bitcoin, on va acheter X Bitcoin pour mettre en trésor sur notre boîte. Et tout de suite, ça pump. Ça pump, mais si c'est pas suivi de fait, qu'on ça tape par tout le monde, c'est un peu suspect, quoi. Tu vois, tu dis, bon, ok, vous avez vraiment les BTC, vous allez vraiment le faire, ou c'est juste que vous profitez de l'effet d'annonce. Non, c'est clair. Et pour Michael Saylor, c'est un peu, bon, je sais pas, mais vu son statut, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, parce que tu peux avoir droit à la privacité, mais du coup être autant défenseur, dire que tu en achètes autant, et pour autant jamais le montrer, tu vois, ou au moins certains documents, tu vois, je pense qu'il devrait y avoir des moyens de prouver que réellement tu as certains fonds sans forcément doxer tous les wallets. Mais pour moi, c'est déjà fait. Pour moi, c'est déjà fait. Il est coté en bourse, donc en fait, aujourd'hui, oui, non, mais de dire à la SEC, même si
C'est audité, hein. Oui, mais tu vois, publiquement, il devrait peut-être communiquer un peu différemment, tu vois, sur ce point-là, parce que pour le coup, il est super vindicatif sur le fait d'acheter, que c'est le seul actif, qu'il y a pas de seconde crypto, que machin. Mais pour autant, tu vois, il est pas transparent sur. Peut-être pour être un peu plus transparent sur comment, enfin, sur ce qu'il détient, quoi, tout simplement. C'est clair. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, pour continuer sur la partie, business, heu, vous avez des boîtes qui le font de plus en plus. C'est-à-dire que là, c'est pas du tout les mêmes montants, mais par exemple, voilà, Jenkins, donc c'est une autre boîte, hein, exactement le même narratif ou en tout cas la même manière de communiquer qu'avec, Sailor avec MicroStrategy. Là, ils ont acquis, 21 BTC et pour moi, c'est un truc qui va s'accélérer de plus en plus. C'est-à-dire des boîtes qui vont utiliser des effets de levier, qui vont lever de l'argent pour investir sur du Bitcoin. Alors, ça va pas être des milliards comme ce que fait Sailor régulièrement, mais il y a plein de petites boîtes qui commencent à le faire. Et ça, évidemment, si tu ajoutes ça avec les gouvernements et tout, ça s'accélère très, très vite, hein. On a parlé de GameStop, qui en a ajouté 4 700 là, à leur trésorerie. On a également aussi Metaplanet, hein, qui là, cette fois-ci, veut lever de l'argent encore pour racheter du BTC. D'accord. Donc un peu de la même manière qu'avec MicroStrategy. Et pas que. C'est-à-dire que là, on vous parle du Bitcoin, mais il y a des boîtes qui font exactement la même chose, mais avec Ether, hein. Là, par exemple, on a Sharplink Gaming qui a annoncé 425 millions de dollars de private investment pour investir en tant que réserve stratégique, mais sur l'Ether. D'accord. Entreparticulier.com aussi. Tu en Ouais, as parlé. exactement. Boîte française. Bon, après, je sais pas si ça a été suivi de l'achat, mais ils ont un peu Mais dumpé depuis. Mais il y a, ouais, ce que j'allais dire. Tu as aussi le côté, le même site que sur Bitcoin. Alors, il y en a moins, mais tu as le Ethereum Strategic Reserve qui commence à répertorier petit à petit les les boîtes. entreprises ou les boîtes qui détiennent de l'Ether, un peu en tant que trésor, qui compte pas dump. Donc, c'est quelque chose qui, il y a quelques mois même, on n'avait pas encore. Et même si c'est plus subtil et plus light encore que sur BTC, ça commence un peu à se passer de la même manière. Donc, C'est clair. plutôt positif aussi. Et ça, c'est le genre de news pour boucler et fil rouge de ce qu'on avait dit au début du live. C'est des news qu'en 2021 et pendant le bear market, on n'avait pas du tout. Tu vois, qu'il Ah non. y a des boîtes qui build autant, que ce soit au niveau de réseau BTC ou Ether. Franchement, on aurait eu ça sur le dernier cycle. Tu aurais vu le prix réagir tout de suite, quoi. C'est ce Ce genre qu'on voit là, d'annonce. c'est inédit, hein. Vraiment, c'est inédit, hein. C'est pour ça que les mecs, ils sont bearish là en ce moment, surtout dans des niveaux de prix comme ça. Et quand tu vois les news et ce qui se passe à côté, j'ai du mal à comprendre, hein. Parce qu'en fait, quand tu fais ton travail, vraiment, tu regardes d'un point de vue fondamental, on-chain, tout, tu fais vraiment toutes les analyses qu'il faut. Aujourd'hui, tu n'as pas d'indicateur bearish, en fait. La plupart des indicateurs bearish que tu peux retrouver, c'est sur le court terme, quoi. Les mecs, ils vont te mettre en daily où une bougie égale 1 heure. Ils vont te dire, regarde, le RSI, il est suracheté. Et donc, au final, le truc, ça va corriger un peu. Mais si tu regardes sur le mois ou sur la semaine, déjà, globalement, t'es que bullish, en fait. Je comprends pas les La gens qui confirmation, vont oui, c'est sur les après, le seul truc, c'est si tu as Black Swan. un Black Swan au niveau macro, là, bah, il fait bien évidemment, Oui. mais qui n'est pas garanti non plus, tu vois. Mais c'est sûr que si tu écoutes les oiseaux de mauvais augure à dire que ça va dumper, qu'on va partir sur une récession pire que 1929, bon, ben oui, tu peux te dire que c'est pas le bon moment et que ça va dumper. Mais sinon, en termes de fondamentaux, que ce soit régulation, adoption, gros portefeuille, c'est Il y a tous les plutôt, il voyants y a ouverts. aucune Il y mauvaise a tous les nouvelle. Ouais, voyants ouverts. il y a aucune mauvaise nouvelle de ce côté-là, tu vois. Bon, le retail n'est pas encore là, mais ça, c'est pas, on a vu qu'il reviendra au mauvais moment. Mais dans l'idée, c'est pas non plus annonciateur d'un bear market, quoi, tout simplement. Clairement pas. Et moi, ce que j'avais montré aussi la dernière fois, c'est que les fonds OTC, depuis 2022 sur BTC et sur Ether, ont baissé de plus de 80%. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, quand vous achetez, quand vous êtes des boîtes, vous achetez pour 425 millions, plusieurs milliards et tout, vous achetez OTC, hein. D'accord. Vous ne pouvez pas acheter en spot et tout, sinon vous faites varier le prix. Sauf que là, aujourd'hui, les fonds sur les plateformes d'échange centralisées, enfin, en tout cas, les bitcoins et les Ethers sur les plateformes d'échange centralisées, il y en a de moins en moins. On est sur des niveaux presque inégalés. Je crois, sur 8-9 ans, on est sur des niveaux Depuis aussi 2018, bas. ouais. C'est un truc de fou. Euh, donc, imaginez, il y a de moins en moins d'offres, rien qu'en spot, de disponibles sur l'Ether, sur le BTC. Et en OTC, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, quand il n'y a plus de BTC, quand il n'y a plus d'Ether dispo, tu peux essayer de l'acheter où tu veux. Tu seras obligé de toute façon de l'acheter en spot parce qu'il n'y en aura plus OTC. Ou alors, ça sera en mode j'attends et puis le prix augmentera. Mais là, en ce moment, les gens se posent des questions. Ils peuvent se dire tiens, je comprends pas, il y a beaucoup d'achats, mais les prix, ils bougent pas trop. Tu vois, même ils corrigent un peu.
Parce qu'en fait, ça se fait pas en spot direct, d'accord? Ça se fait en OTC. Et quand ces mecs-là ont fini d'accumuler, ou quand il y en a plus en fait d'offres disponibles et qu'ils veulent quand même acheter, bah, je peux vous dire que le prix là, il va augmenter, mais quelque chose de costaud. Ça peut aller très, très vite, très, très fort. Surtout si vous avez des gouvernements, qui arrivent, hein. Et là, sur la Bitcoin conférence là, qui est en train de se passer en ce moment, on a le Pakistan, qui a annoncé une création de réserves stratégiques et on n'est pas à l'abri d'en avoir de plus en plus. Moi, je pense que dans les prochaines années, ça va s'accélérer. C'est-à-dire que les mecs qui te disent: «Non, mais la crypto encore, c'est mort, bear market, machin et tout». Alors oui, il va y avoir des corrections. De toute façon, il y en aura, des bear markets, il y en aura aussi. Mais je veux dire, là, on est quand même sur des niveaux, où, rien que sur le cycle d'avant, on n'avait pas ça, hein. Ben là, on arrive un peu, tu vois, si tu regardes le titre juste en dessous, c'est le coup classique en fait. Alors avant, c'était plutôt les boîtes d'investissement, bon, Ouais, maintenant voilà. qui ont bien changé leur discours, type Goldman Sachs, Jamie Dimon, tu vois, tous Larry Flink de BlackRock qui, il y a quelques années, disait c'est de la merde, c'est pour les activités illégales, jamais on proposera ça à nos clients, jamais au grand jamais. Et dès qu'ils ont l'opportunité au niveau réglementaire ou au niveau voilà qu'ils ont bien mis en place leurs produits, qu'ils ont commencé à le capitaliser, qu'ils ont pu acheter en bear market. Là, comme par hasard, c'est beaucoup plus accepté. Les clients en veulent, ils vont l'en proposer. Oh, regardez, on a des jolis produits. Et la prochaine étape, c'est clairement c'est des boîtes encore plus grosses, voire des boîtes pas dans la finance et des pays. Tu vois, si tu as des pays qui jusqu'à présent disaient non mais de toute façon les cryptos c'est illégal, jamais on légalisera ça, qui au final se disent ah mais au final on a acheté pour 100 000 BTC, tu vois, comme ça, Mmh. voilà. En scred, et maintenant, on dit que c'est bien. Maintenant, c'est légal et on va miser là-dessus. C'est le futur. Tu vois, tu dis, mais Ouais, foutez de c'est la gueule de abusé. qui, tu vois?